Okay, I think we're gonna get moving in this because Bon, it's je pense qu'on va pouvoir débuter. Bien sûr, on a beaucoup à discuter aujourd'hui. J'ai très hâte à discuter avec le docteur Jasmine Mendoza. Je voulais souhaiter un bienvenue à tout le monde. C'est mercredi. On a pas mal de neige à Toronto. Je me demande comment que ça va dans différentes parties du pays. Bienvenue aux séances sur les protocoles pour bien répondre aux incidents de violence basée sur le genre sur les campus. Mon nom, c'est Farah Khan. Je suis PDG de le Possibility Seeds et directrice exécutive de Courage d'agir. Aujourd'hui, c'est une partie de nos présentations au sujet de différents enjeux, de tendances courantes et pratiques prometteuses et stratégies pour répondre aux violences à caractère sexuel sur les campus. Je suis en discussion aujourd'hui avec le Dr. Jasmine Mendoza qui a créé plusieurs outils importants sur des sujets tels créer des ententes pour le partage d'informations, des guides sur la confidentialité et les rapports, créer des chartes de droit, des pratiques prometteuses pour les personnes répondantes et pour ceux qui ont causé des torts. On va discuter de ces 6 outils aujourd'hui qui sont maintenant disponibles gratuitement sur le centre de connaissances à Courage d'agir. Et si tu as accès à ces outils, on va vous demander de nous offrir vos retours dans quelques semaines pour savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer avec ces outils. Je veux reconnaître que le travail aujourd'hui prend place sur différents territoires traditionnels de plusieurs différentes nations autochtones. Donc, notre travail prend place sur et à travers les territoires traditionnels de plusieurs différentes nations autochtones. La terre où je me retrouve, c'est celle des Mississauga of the Credit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les peuples Wendat. C'est maintenant euh, la résidence de plusieurs différents peuples de Premières Nations, Inuit et Métis. Toronto est une partie du traité 13, une entente qui est signée entre les Mississauga of the Credit et les traités Williams qui ont été signés par plusieurs différents groupes de Mississauga et Chippewa de partager et prendre soin des ressources. Cette entente a été brisée par les colons européens. Le processus de colonisation au Canada dans les dernières 2 siècles a mis en place un système de génocide contre les peuples autochtones sur ces terres. On voit ce processus de colonisation et de génocide qui continue aujourd'hui avec la stérilisation forcée des femmes autochtones, l'épidémie de femmes et filles autochtones disparues et assassinées, le surreprésentation des enfants autochtones dans les services de protection de jeunesse, la criminalisation des peuples autochtones et leur surreprésentation dans les prisons. Il faut comprendre que la lutte contre les violences basées sur le genre fait partie d'une lutte décoloniale. On ne peut pas les séparer et soutenir les décolonisations et la souveraineté autochtone, c'est un aspect critique de se transformer vers une culture de consentement et redevabilité. On vous demande à tout le monde aujourd'hui de lire le rapport final de l'investigation dans les femmes et filles autochtones disparues et assassinées et de penser aux façons que vous et vos institutions puissent répondre à ces appels à l'action. Un peu au sujet de Possibility, on est responsable pour le projet Courage d'agir. On est un leader national sur la consultation dédiée aux justices, l'équité et l'inclusion basée sur le genre. Nous croyons dans des institutions, des organisations sécuritaires et équitables avec plus de 20 ans d'expérience à travailler avec des organismes communautaires, les gouvernements, les instituts publics et privés. C'est un travail qu'on tient à cœur. Courage d'agir, c'est une initiative sur plusieurs années pour répondre aux violences basées sur le genre sur les campus à travers le Canada. C'est notre 5e année déjà. C'est bâti sur les recommandations qui ont été mises de l'avant par le rapport au sujet du courage d'agir, mettre en place un cadre national pour répondre et prévenir
les violences de genre est la première collaboration à rassembler plus de 3500 acteurs et plus de 170 experts et expertes pour répondre à ces enjeux sur les campus postsecondaires. Je veux reconnaître le soutien et financement que nous recevons du département des femmes et l'égalité des genres et le gouvernement fédéral du Canada. C'est important de noter que ce travail est très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui participent avec nous, qui travaillent sur les premières lignes et qui vivent ces réalités tous les jours. C'est important pour nous toutes et tous de faire attention à notre propre bien-être en donc, s'engageant dans ces conversations difficiles. Vous pouvez partager notre page sur le soin et prendre du temps pour vous si vous en avez besoin. Pour une question d'accessibilité, tout le monde participante peut suivre les sous-titres en direct en choisissant cette option en bas de l'écran. Nous avons aussi de l'interprétation vers le français qui est disponible. À la fin de la séance, on va vous partager un lien pour offrir vos retours de cette séance. On l'apprécie beaucoup, c'est anonyme. On va aussi envoyer un lien à cette évaluation par courriel et un lien pour visionner cet atelier par après. Pendant notre séance, vous pouvez poser des questions dans la fonction de questions et réponses de Zoom. On va essayer de répondre à le plus de questions possible avec le temps que nous avons. J'ai très hâte à vous présenter l'auteur, Dr. Jasmine Mendoza, qui est un associé de Possibility Seeds et co-responsable du projet de évaluation des risques communautaires. Et moi, je suis Farah Khan, PDG de Possibility Seeds, directeur exécutif de Courage d'agir et co-responsable pour le groupe de travail en sujet de réponse et soutien. Bienvenue, Dr. Mendoza. Merci beaucoup pour cette présentation. Et s'il vous plaît, tu peux m'appeler Jasmine quand j'entends Dr. Mendoza. Je pense des fois à ma grand-mère, je demande où qu'elle est. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez juste m'appeler Jasmine pendant notre discussion. Oui, merci. Et je pense que j'ai jamais dit qu'il pense à ma grand-mère. Il y a beaucoup de personnes qui disent je pense à mon père. Donc, j'aime ça, entendre ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette expérience. Et elle me dirait que je devrais reconnaître mon titre, mais à la fin de la journée, on est tous des êtres humains, puis ce titre peut des fois nous amener à différentes places. Merci beaucoup. Tu as créé 6 outils, un énorme travail. Et ce que j'apprécie beaucoup, Jasmine, que c'est des outils qui sont accessibles. C'est entre 10 à 15 pages chaque, c'est fantastique. Il y a des choses que je souhaiterais et tu as nommé aussi, c'est des choses que beaucoup de personnes auraient voulu avoir quand elles débutaient dans leur rôle sur les campus. Donc, moi, j'ai des questions pour chacune. Mais c'est une discussion qu'on veut que tout le monde puisse participer. Alors, s'il vous plaît, envoyez-nous vos questions tout au long. On a tous les différents points de vue sur ce travail important. Je vais débuter avec les lignes directrices au sujet de la confidentialité et les rapports pour soutenir les personnes survivantes et victimes de violences. Donc, c'est quoi un soutien qui est axé et informé par les traumatismes? Et pourquoi c'est important? Je pense que c'est très important de penser aux effets que les violences peuvent avoir sur les individus, sur toutes les dimensions de leur personne. Quand on peut être consciente et reconnaître les impacts que le trauma et les violences peuvent avoir et a sur les individus, à ce moment-là, on peut les intégrer dans tous les processus qu'on met de l'avant avec les personnes survivantes. C'est important pour s'assurer que les personnes ne sont pas retraumatisées. C'est exactement ça que nous voulons prévenir, c'est de éviter
éviter de retraumatiser ces individus. On ne veut pas porter atteinte à la dignité des individus dans ces processus. Je pense que c'est important pour tout le monde qui veut offrir du soutien. Alors, pour votre première question, c'est quoi le soutien qui prend en compte les traumatismes des personnes survivantes et pourquoi c'est important? Mais j'apprécie beaucoup ça parce que je trouve que des fois, on peut penser que une pratique qui prend en compte le traumatisme, c'est juste une chose, mais en réalité, c'est très holistique et compréhensif. Si tu pourrais nous faire un sommaire de cet outil dans quelques phrases, comment est-ce que tu le ferais? C'est vraiment une bonne question. Quand je pense à offrir un sommaire, ça offre des principes sur la façon de tenir de l'information en lien avec les personnes survivantes d'actes de violence basés sur le genre. Et l'outil qui est le plus important parmi tous, c'est un consentement éclairé. Sans un consentement éclairé, on ne peut pas avoir un processus qui prend en compte les traumatismes, qui nous permet de cette information et l'utiliser. Le but d'avoir cette information, c'est pour offrir un soutien et un soin complet. Je pourrais partager un peu plus au sujet de l'information de la consentement éclairé. Ça me semble être une fondation dans cet outil. Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, peut-être que je pourrais prendre un pas de recul. C'est la capacité de tenir de l'information, de garder l'information qui est confidentielle et privée. C'est un outil crucial pour les personnes qui travaillent avec les personnes survivantes ou victimes. Ben, pensez, c'est un peu le pain et sur notre planche. Si on ne peut pas garder de l'information privée, comment est-ce qu'on peut s'attendre que les personnes vont venir faire des signalements d'actes de violence? Et les personnes ne savent pas qu'est-ce qu'elles peuvent les divulguer. Puisqu'on a besoin d'égal. Si on des fois, donc leur aider à comprendre et que le choix possible, ça donne aux individus de choisir à quel point mais c'est vraiment quelque chose qui est très fortement en lien avec les principes féministes. Et je pense que c'est important que offrir le pouvoir aux personnes qui font un développement au niveau de détails qu'elles veulent partager, ça une façon de respecter et reconnaître les traumatismes qu'elles ont vécu, l'impact que ça a eu sur leur bien-être. Je trouve que c'est très important pour ces processus. Donc, si on veut utiliser ces informations pour aider ces individus, il faut qu'elles sachent c'est quoi les limites de la confidentialité et la vie privée. Une fois qu'elles savent ces limites, elles peuvent partager autant ou et pour moi, je crois que ça, c'est quelque chose qui prend vraiment en compte les traumatismes que quelqu'un a vécu. Moi, je trouve que c'est vraiment important de mentionner ça parce que ça les offre la possibilité de décider à quel point elles veulent partager. Et c'est pour nous aussi de ne pas essayer de mettre du pression pour avoir de l'information. C'est à l'individu de décider comment et à quelle quantité d'informations qu'elles veulent partager. Et c'est pour aussi une manière de bâtir de la confiance avec ces individus. C'est à voir qu'on peut garder leur information de manière confidentielle en sachant qu'il y a des instances où qu'il faudrait peut-être qu'on partage ces informations. Ça nous aide à préserver leur dignité en tant qu'individu. C'est comme ça que je le verrais. Un autre outil que tu as écrit, c'est des lignes directrices pour garder le tenue de dossier. Euh, euh, il y a des défis, des fois, fréquemment, c'est des espaces qui sont pas vus comme des espaces de consultation, puis elles ne sont pas, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent là, qui sont des travailleurs sociaux. Alors, comment est-ce qu'on cet outil peut aider au bureau, sur les campus? Je pense que avoir un
un standard ou une pratique, la façon que nous faisons la collecte d'informations. C'est quand même quelque chose de très important. C'est possible que cette information aurait besoin d'être partagée ou produite dans une situation juridique. On veut être capable de partager de l'information qui continue de protéger la dignité des personnes survivantes. Donc, si on ne garde pas la meilleure information pour eux, des fois, cette information peut être utilisée contre ces individus et ça peut être traumatisant pour elles et eux, et c'est quelque chose qu'on veut éviter. Dans l'outil, t'encourage les individus de se voir comme des gardiens de l'information pour les personnes qui font des signalements. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on se considère de cette manière? J'ai jamais entendu cette euh, idée exactement. Et donc, de comprendre que c'est pas mon information, je fais juste le tenir pour quelqu'un d'autre. Mais je trouve que c'est quelque chose de très important. Alors, merci pour la question. Des fois, en tant qu'employé, on pourrait le voir comme si c'était notre information. Et ce n'est pas. On est juste en train de garder l'information de quelqu'un d'autre. On est vraiment des gardiens de cette information et j'encourage les personnes de se voir dans ce sens en recevant de l'information. Si on peut se mettre dans cette mentalité, ça peut nous informer dans la façon qu'on fait le collecte d'informations. Pratique, ça veut dire qu'il faut qu'on prend soin de cette information qu'une personne victime partage avec nous et idéalement d'une façon qui centre la personne survivante, la façon qu'on garde l'information, il faut ces informations qu'on garde, comment qu'on s'assure que c'est sécurité, combien de temps est-ce qu'on garde l'information et si nécessairement, est-ce qu'on partage un accès à cette information. Des fois, on a besoin de partager de l'information pour qu'on puisse faire d'autres travaux pour soutenir la personne. C'est quelque chose qui peut arriver. Il faut donc essayer de s'affronter à ces questions du point de vue que nous agissons en tant que gardiens de cette information. J'adore vraiment cette idée. On dirait qu'il y a fréquemment, bon, on a toutes vu le peur qui peut exister. Il y a des personnes qui sont très nerveuses de même garder des dossiers avec des actes de violence et de genre. Donc, c'est quelque chose pour vous à informer votre approche à ça. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont expliqué qu'ils sont nerveux dans leur garde des dossiers. Je me dis, on pourrait poser cette question différemment. J'ai essayé de rassembler beaucoup d'idées ensemble. Donc, je continue à penser à un cas où, disons, qui pourrait avoir un juridique plus dur et je suis nerveux garder des records, d'écrire quelque chose, garder des traces. Il y a beaucoup de conseillères qui m'ont déjà communiqué ces inquiétudes. Mais si on revient à cette idée d'être des gardiens, des gardiennes de l'information, j'ai en tête quelle information que je vais garder, écrire. Ça peut aider à minimiser les peurs qui peuvent venir si un cours nous demande de produire ces dossiers. Et moi-même, quand j'écris de l'information, je prends note de quelque chose. J'encourage tous mes collègues de penser. Bon, si on recevait une demande de partager cette information pendant un processus juridique, qu'est-ce que j'en penserais à ce moment-là? Est-ce que ça pourrait être utilisé contre la personne survivante? Et donc, même si des fois c'est possible, la réponse, ce n'est pas de simplement ne prendre aucun note, mais de prendre des notes qui sont appropriées, qui mettent de l'avant la résilience de les personnes survivantes plutôt que de les caractériser autrement que dans leur résilience. Merci, Jasmine. Ça nous aide beaucoup et je pense que beaucoup de personnes qui ont des peurs autour de cette prise de notes, je pense que ces réflexions et cette discussion peut donner les personnes une manière de réfléchir avec cette trousse d'outils, de vraiment de prendre un moment de réfléchir. Alors, j'aimerais
savoir pourquoi vous avez décidé de faire cet outil de réfléchir et cette idée de réflexion. Et puis, pour moi, ça m'a donné la chance de réfléchir de comment j'ai fait le tennis du dossier avant. Un des parties qui va lier tous ces outils, c'est la capacité de réfléchir. Et la meilleure réflexion sur soi-même, un outil qu'on peut pratiquer chez nous à travers le temps, et si on peut être réellement raciné et mieux savoir comment prendre des décisions autour de comment on prend soin, comment on offre l'appui. Oui, il y a des règlements en gros à suivre, mais peut-être à la fin de la journée, on va arriver à un certain échange. Il n'y a pas un dossier, un texte, un livre qui va nous indiquer comment répondre à cette situation. Et pour nous, on a juste besoin d'être racinés dans le professionnalisme et nos valeurs personnelles qui vont vraiment avec la justice sociale. Et peut-être il y a des différentes valeurs pour chaque personne. Aujourd'hui, je voulais vraiment me centrer autour de la dignité. Ça, c'est une valeur personnelle que moi, j'ai pour mettre de l'avant la justice sociale dans le travail que je fais. Alors, si je vais l'écrire, garder un dossier, sauvegarder d'une manière, est-ce que ça va vraiment appuyer la dignité de la survivante avec qui je travaille? Et ça va m'aider à prendre des décisions quand je parle d'une tenue de dossier et les autres sujet qu'on va discuter aujourd'hui. Ah, merci, j'adore cette idée. Je pense que ça pourrait tellement nous aider de prendre ces mots de c'est quoi les valeurs que je veux mettre de l'avant, que je tiens. Si on veut faire un tenue de dossier, si on va sauvegarder les informations, il faut que ça soit lié avec ces valeurs. Alors, on peut dire peut-être, on peut diluer ou le mettre sur une base de respect. Est-ce que ce que j'écris, ça respecte la résilience de la survivante ou la victime ou son bien-être? Peut-être ça semble simple, mais non, ça prend quand même beaucoup de réflexion. Mais pourquoi ça vaut la peine? Ça nous aide à se centrer, raciner et d'être capable d'avoir une base fondée dans ce tenue de dossier. Merci beaucoup pour cette réponse. J'avais vraiment hâte à la réponse à cette question. Oui, je veux entendre toutes vos réponses, mais je pense que tout le monde avec qui on travaille sur ces enjeux et peut-être tout le travail qu'on fait avec les différents répondants et peut-être on prend des personnes qui ont des personnes qui ont créé du tort. Il y a on t'a amené pour un expert, pour partager vos expériences des personnes qui ont créé du tort, des conseils. Alors, on voulait assurer qu'on parlait de quelqu'un qui a déjà eu du signaler, qui a reçu du mal, mais aussi pour créer les outils, qu'il y a quelqu'un qui a créé ces torts, qui ont causé ces mal. Et pourquoi qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de réfléchir au cadre qu'on utilise, qu'on travaille avec les personnes plaignantes qui ont créé cette mise en cause. Alors, on parle plutôt, c'est qui le client? Le client, c'est pas juste une personne ou de ce concept. On parle de la victime, la communauté sur le campus et la personne. C'est leur sécurité générale. Alors, le client que j'ai, c'est pas juste une personne. Je travaille avec peut-être une personne, mais ou les personnes qui a signalé le problème, la violence, ou la personne qui a créé la violence, ou causé le tort, mais on parle de toute la communauté. Et ces personnes qui ont créé le tort, causé le tort, font toujours partie de nos communautés. Alors, quand on parle des personnes comme ça, on parle de sécurité en premier. Si on parle de cette question, si vous êtes en sécurité, est-ce que tous les autres sont en sécurité? Oui, on va dire souvent, c'est
on peut pas argumenter contre ça. Quand les personnes réfléchissent, elles vont dire que oui, peut-être tu as raison. Alors, c'est des réflexions qui posent des bonnes questions et il y a beaucoup de répondants qui, ça leur aide à se mieux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils ne sont pas centrés, racisés, quand on ne se sent pas en sécurité dans nos corps, dans nos réflexions, ça nous aide de se centrer et sentir en sécurité. Alors là, on parle de cette création d'une charte de droits et responsabilités pour des personnes plaignantes en est mise en cause pendant un processus décisionnel. OK, alors pourquoi c'est important? C'est quoi ce processus décisionnel? C'est supposé vraiment d'être équitable, de garder les principes de justice. Souvent, on dit que c'est des processus qui ne donnent pas de satisfaction et ça devient un outil assez abrupt et pas approprié. Alors, on veut... juste un instant, je vais... Pour garantir certains droits. On veut un processus balancé et équitable. Et aussi, on veut les résultats qui peuvent être réellement crédibles. Alors, si on nuit les droits et les responsabilités importants dans ce processus décisionnel, ça risque de mal utiliser ou désapproprier cette procédure et ça va créer du tort. Parce qu'il faudra passer à travers ces processus décisionnels et juridiques et ça risque de rétraumatiser les survivantes. Alors, si tout le monde peut connaître leurs droits et responsabilités, les personnes signalant et les personnes cause, et puis on va avoir la chance de mieux centrer les victimes et des survivantes et aussi l'apprentissage des personnes de mise en cause. Alors, quelques éléments clés dans un charte des droits et responsabilités. Qu'est-ce que vous pourriez mieux nous expliquer? Alors, je sais que Possibility Seeds et le courage d'agir a tout un outil par rapport à ça. Alors, j'aimerais vous référer vers cet outil. Mais je voulais droit de réponse. C'est que les personnes ont besoin de la chance d'être capables de se ou au moins offrir une explication. Des fois, ces explications vont être vraiment tendres aller vers qu'on on va blâmer ou mettre la responsabilité sur la victime. Oui, c'est des problèmes, mais les personnes ont besoin quand même un droit de s'exprimer. Alors, cette charte de droits et responsabilités, cette charte de droits pour les du sort ont un mot à dire et ça, les politiques et des procédures ont besoin de prendre en compte ces situations pour vraiment avoir les systèmes de justice naturelle. Et si on est une société démocratique et on veut que les institutions appuient de manière démocratique et se proclament démocratiques, oui, les personnes devraient avoir la chance d'aller en appel si elles ne sont pas contentes. Alors, j'aimerais juste prendre une citation de Maya Angelou. Alors, quand vous connaissez mieux, vous allez faire mieux. Alors, si un signalant savent qu'elle a raison, on peut faire le mieux qu'on peut pour assurer que ce processus soit fait uniquement une fois, ce processus décisionnel. Et j'ai vu ça plusieurs fois que les personnes avaient besoin de répéter les processus. Et les personnes vont se reculer de ces procédures et ça va créer plus de tort que du bien. Le signalant va être rétraumatisé et puis peut-être la personne qui a causé du tort va continuer à causer du tort sur nos campus. Et on ne veut pas l'un ou l'autre. Et souvent, vous avez parlé de cette justice naturelle et l'équité dans ces procédures. Par contre, on a besoin d'assurer que c'est
des traumatismes. Alors, comment est-ce qu'on peut assurer que cette charte des droits et responsabilités vont tenir toutes les connaissances des traumatismes? Alors, quand on parle de la victime ou la signaleuse, juste pour assurer qu'elles savent que ces droits existent pour ces personnes et si jamais elles ne sentent pas que ces droits sont respectés, on a besoin d'être capable de chercher des solutions. Les personnes plus des juridiques vont parler de peut-être le droit à l'appel. Et si c'est ignoré, non, on peut dire que non, cette personne a le droit de faire appel à une prise de décision. C'est leur droit et on a besoin de savoir comment on peut avancer dans ces procédures. Oui, peut-être certaines personnes ne vont pas savoir ou connaître ces droits, que ces droits existent. Par contre, si les personnes cherchent du soutien juridique, peut-être ils vont recevoir ces informations pour dire que oui, ils ont le droit d'aller en appel de la décision. On peut aussi partager avec les personnes qui soutiennent les survivantes et victimes, de partager ces champs de droits et responsabilités avec les personnes qui offrent les soutiens, les personnes qui font du plaidoyer pour ces personnes. Des fois, ces procédures sont un peu pas claires, embrouillées et il faut peut-être prendre plusieurs cours juridiques pour les décortiquer réellement, mais peut-être on n'a pas besoin de le faire si on a une charte des droits et responsabilités clairs. Et on va dire peut-être qu'il y a eu un problème parce que la personne n'a pas eu leur droit juste de répondre aux accusations. Qu'est-ce que c'est? Si on néglige ce droit, on risque de créer d'autres torts et d'autres mal. Alors, vraiment, cette charte de droit pour les deux, les plaignants, les défendeurs ou les personnes plaignantes et mises en cause, et pour être capable d'apporter ces différents débats, arguments vers toutes les personnes qui prennent les décisions sur nos campus. Comme on a discuté avant, en parlant des survivantes, ça c'est pour quelque chose, pour donner un outil, de dire que ça, c'est les valeurs partagées. Ça, c'est comment ça peut fonctionner. Je sais, c'est pas dans votre charte. Par contre, les personnes pourraient peut-être rajouter quelque chose que la personne a besoin. Alors que j'ai besoin de la communication, mais après jeudi, je ne veux plus de communication. Et non, oui, cet outil offre la possibilité de ça. Si les personnes approprient l'outil, l'appliquent à leur situation, et ça, c'est pourquoi on collabore dans la création de cette charte des droits et responsabilités. C'est vraiment chaque institution et vraiment comment on peut répondre aux victimes survivantes et les personnes qui ont causé du tort. Ça fait c'est différent par chaque institution ou chaque établissement et qu'on ne va jamais partager l'information après un jeudi soir parce qu'on va prendre soin des fins de semaine et on va prendre soin de nous-mêmes. Et c'est quoi cette idée de prendre soin dans le travail? Et aussi, je pense que cette charte pourrait protéger peut-être les plaignants et les mises en cause, mais aussi les employés des d'autres personnes dans la salle présente. Et oui, non, c'est pas juste pour vraiment appuyer les personnes qui ont causé du tort ou les survivantes. Non, ça protège tout le monde. Quand on essaie de sauver, protéger les droits de tout le monde, on assure que tout le monde est protégé. Vous avez deux autres outils que vous avez créés. J'aimerais juste voir c'est quoi la différence entre la répondante ou le défendeur ou mise en cause et quelqu'un qui a causé du tort. Alors, on parle dans certains établissements, si quelqu'un est dit qu'il sait d'avoir fait de la violence fondée sur le genre. Par contre, ça c'est l'accusation. Peut-être on va pas dire que c'est, il n'y a pas noir sur blanc, c'est pas retenu qu'ils ont créé la violence. Par contre, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas créé un tort. Et même alors, que tout le monde
a besoin d'être capable de voir c'est où le tort, de s'auto-responsabiliser pour ces torts créés et les reconnaître. Une personne qui a réellement causé du tort, où le tort est créé, c'est une décision qui a été créée. Peut-être, on va dire l'étiquette. C'est les étiquettes artificielles, selon moi. Par contre, sont utiles pour mieux comprendre le processus dans lequel il se trouve. Alors, pour notre conversation, pour tout le monde qui participe ici en ce moment, juste pour entendre des personnes répondant, défendant, pourquoi on utilise tout cet outil, on utilise le gros outil pour vraiment dans le monde qui travaille dans ce processus de plainte. C'était pas clair la question, si c'est les participations dans le processus ou plus le soutien. Des fois, je vais voir un bureau comme la nôtre qui travaille dans le soutien pour les survivantes. C'est quoi les différents comment ça recoupe, qu'est-ce qu'on manque dans ce processus? Alors, peut-être c'est de naviguer le processus, il y a un manque de soutien. Ça ne veut pas dire qu'on va leur dire ou vraiment leur conseiller de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Plutôt, c'est les personnes qui ont besoin de répondre à l'accusation. C'est de leur offrir les choix que ces personnes pourraient avoir devant eux. On voit ces étapes procédurales, c'est pas les étapes, c'est des différentes barrières. Pour chaque étape dans une procédure, c'est souvent une barrière, un obstacle pour ces personnes défendantes. Et pour nous, on a besoin de reconnaître notre manière de leur soutenir ou appuyer, c'est de leur démontrer c'est quoi les choix qu'ils ont devant eux. Peut-être qu'ils vont pas aimer ces choix, hein? Par contre, c'est pas d'avoir des choix. Des fois, je vais entendre les personnes qui vont dire, j'ai pas de choix. Non, peut-être que vous n'avez pas votre choix idéal, mais vous avez quand même 3 choix. Alors, il faut prendre ces décisions. Alors, je veux savoir comment on traumatisme pour les défendeurs. Alors, on va voir qu'on va arriver vers les frontières et on risque d'activer leur propre traumatisme et on a besoin de traîner ça en compte quand on travaille avec les personnes qui a causé des torts. Des fois, si on voit les tensions, la résistance au processus, peut-être ça veut dire qu'on va rencontrer des traumas antécédents que ces personnes ont déjà eu comme expérience. Et là, le défi, c'est de reconnaître pour eux ces traumas qui sont leurs limites de eux, de se responsabiliser de qu'est-ce que les torts qui ont été créés. Souvent, je vais dire que j'entends le trauma, mais en regardant ce trauma, comment est-ce que tu vas prendre ces responsabilités, être redevable? Comment est-ce que vous allez prendre des choix, faire des décisions? Il faut leur peut-être donner le plus de choix possible. Et des fois, la personne va décider qu'ils vont pas participer dans le processus. But you ought to know too that these are the Et moi, je consequences. vais peut-être dire que moi, je vais pas leur forcer à faire, mais il faut juste leur informer des conséquences si la personne décide de pas participer dans ce processus. Je pense que ça aide, mais il faut balancer les deux idées. J'ai beaucoup apprécié ma lecture de l'outil pour travailler avec les personnes mises en cause parce que ça m'a fait penser à la manière que mes propres biais peuvent s'introduire dans le processus. Donc, pourquoi, pour toi, est-ce que c'est important de prendre le processus de manière sérieuse? Mais
Pour moi, quand on travaille avec les personnes mises en cause, c'est fréquemment des interactions qui peuvent être tenses et aussitôt que cette tension existe dans une salle, on peut penser que c'est mauvais, mais en réalité, il y a une tension qui est positive. Moi, je l'imagine comme une sorte de croissance. Mais ce qui est difficile avec une tension positive, c'est que cette tension peut aussi être distrayante, pas juste pour les personnes qui sont mises en cause, mais pour les personnes qui offrent le soutien aussi. Donc, une façon d'essayer de s'assurer de ne pas perdre de vue notre client principal, donc c'est la sécurité de la personne survivante, plaignante et la communauté universitaire au complet. Et il faut se centrer et dans nos valeurs personnelles et professionnelles qui soutiennent la justice sociale. Je pense que ce que nous avons besoin de partager en termes de valeurs en tant que communauté qui offre du soutien, c'est qu'on travaille avec des principes qui gardent compte de les traumatismes et on essaie de travailler vers la conscientisation de manière féministe. Si jamais on est perdu dans un moment avec une personne qui est mise en cause, si on peut revenir à ses valeurs, se dire à nous-mêmes, est-ce que les actions que je mets en œuvre prennent en compte le traumatisme? Est-ce que je prends compte de la situation sociale de cette personne? Est-ce que je suis en train de les conscientiser? Ou peut-être que non. Est-ce que je suis en lien avec les valeurs de justice sociale? On a nommé la dignité, ça peut être la gratitude, la compassion, l'équité. Ce sont toutes des valeurs qui soutiennent la fondation de justice sociale. Donc, si on reste enraciné dans notre travail de cette façon qui demande une réflexion en continu, ça peut nous aider à rester bien en ligne dans notre but. Et c'est ça qui peut nous aider à travailler avec les personnes qui sont mises en cause, les personnes qui ont causé des torts. Ça peut être important. Ces valeurs peuvent nous garder bien enracinés. J'y pense un peu comme des pouvoirs euh, qui peuvent nous aider à éviter les distractions. J'ai vraiment apprécié que tu nommes l'importance de penser à travers ces enjeux, de garder ces valeurs quand on travaille avec les personnes mises en cause. Fréquemment, l'idée, c'est aussitôt qu'on a une personne mise en cause qui est nommée, il faut juste qu'ils s'en vont. On ne devrait pas les avoir sur notre campus. Mais c'est aussi des personnes qui ont vécu des torts, qui ont leurs propres histoires et parcours, qui ont un droit à l'éducation et un droit à un processus qui est juste. Donc, garder ces valeurs dans le processus est important. Et comment est-ce qu'on peut discuter l'éducation inclusive si on n'offre aucun soutien pour que ces personnes puissent réintégrer la communauté? Un partie de notre travail, donc, c'est de réparer leurs relations avec la communauté. Et ça aide tout le monde. Et ça aide notre communauté. Ça démontre que c'est possible de changer. Oui, oui. Et la prochaine outil que vous avez, c'est pour les outils pour travailler avec des personnes qui ont causé des torts. Donc, récemment, tu travailles avec des personnes qui ont causé des torts, des conseils liés avec la redevabilité et je trouve vraiment beau parce que des fois, ben, j'ai participé récemment sur un balado l'année passée, Healing Comes in Waves, notre dernière épisode, c'était avec une personne mise en cause qui a dit ouvertement, oui, j'ai commis une agression sexuelle. Il a passé à travers un processus de redevabilité et on a vu leur parcours avec ça, qui ressentaient de la honte, et un désir de se blesser eux-mêmes, étaient vraiment pris par ces émotions. Et il y avait personne qui les soutenait à travers ces difficultés. Donc, ces outils sont importants parce que ça peut offrir des outils, soutenir les personnes qui veulent offrir ce genre de soutien. Alors, pourquoi est-ce que tu as axé l'outil sur l'autoréflexion? Pourquoi est-ce que c'est un élément important? En lien avec l'autre outil, à la fin de la journée, il n'y a aucun manuel
qui existe qui va te dire de manière définitive comment travailler avec quelqu'un qui a causé des torts. Dans le presque 20 ans que j'offre cette sorte de soutien aux individus, ce qui a été le plus utile, c'était de me demander c'est quoi la valeur principale avec laquelle je... Parce qu'il n'y a pas juste une tension dans la pièce, il y a la résistance, aussi la réticence, comme tu as mentionné, la honte, ça bloque le traumatisme, ça peut bloquer le travail parce que ces choses bloquent les personnes dans leur capacité de prendre responsabilité. Donc, c'est important, je pense, de motiver, encourager les personnes de prendre responsabilité. Il y a deux choses qui arrivent quand les personnes essaient de prendre responsabilité. Un, il fait juste l'éviter et ça transforme leurs émotions négatives en honte. Ou si ils ou elles sont capables de le nommer d'une manière authentique, d'en faire face, c'est sans cet ressentiment, ce sentiment d'avoir fait quelque chose de mauvais, ça peut devenir la culpabilité qui peut des fois motiver quelqu'un à changer et de répondre à ce qui est arrivé. Parce que bon, c'est pas une belle sensation de prendre la responsabilité. Il faut admettre ce qu'on a fait, de dire oui, j'ai fait quelque chose qui était mauvais, qui a fait mal à quelqu'un d'autre, j'ai besoin d'agir différemment. Mais la plupart du temps, on nous apprend à éviter ces émotions, soit à tenir les autres responsables, de ne pas prendre la responsabilité, de minimiser notre responsabilité d'une façon ou d'une autre. Et ça ne fait que renforcer certaines façons d'agir et créer des habitudes négatives. Donc, ça peut tout être un peu confondant quand on travaille avec quelqu'un qui a causé tort. Et c'est pour ça que c'est important de rester enraciné dans les valeurs que j'ai mentionnées tantôt. Sinon, on n'est pas capable d'offrir un soutien concret et on perd de vue le besoin de tenir les personnes qui ont causé des torts redevables et responsables, et ça peut transformer en point de vue de punition. J'ai vu ça avec quelqu'un, collègue, ils ont tellement été distraits par différentes choses qui ont la réaction que tu as décrite tantôt. C'est vraiment plus facile de juste exclure cette personne entièrement. Puis peut-être que ce serait plus facile, mais à la fin de la journée, on n'est pas certain si c'est vraiment aidant. On veut avoir une société qui est plus inclusive. Je veux simplement dire que si on n'est pas bien enraciné dans nos valeurs, on peut même se retrouver à travailler en collusion avec les personnes qui ont causé de tort. Alors, je pense que c'est une autre raison de rester en connexion avec nos valeurs professionnelles et les valeurs qui soutiennent la justice sociale. Moi, je me demande s'il y a d'autres personnes qui font ça, d'avoir une pancarte dans votre espace de travail qui vous rappelle de ces valeurs et qui peut nous aider à réfléchir. Est-ce que j'incarne ces valeurs dans le courriel que j'envoie ou la façon que je parle à cette personne? Oui, et l'outil met de l'avant plusieurs différentes valeurs que quelqu'un peut euh, mettre en œuvre, puis on n'a pas besoin de toutes les prendre, mais il y a toujours certaines valeurs qui résonnent plus avec nous pour différentes raisons. Mais c'est important d'identifier c'est quoi les 5 valeurs les plus importantes. Puis moi, j'ai les 5 qui sont les plus importants, que j'ai un petit collant sur mon bureau de travail. Est-ce que cette interaction va soutenir l'équité? Est-ce que cette interaction offre de la dignité? Et donc, c'est ça que l'outil essaie de faire aussi. Et je pense que des fois, en travaillant avec des personnes qui ont causé des torts, c'est une aptitude très particulière qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire ou je ne devrais pas le faire. Mais je pense que c'est important de partager ce travail. On a tous besoin de s'entraider. Pas juste les personnes survivantes, les personnes plaignantes, mais avec les personnes qui ont été mises en cause aussi. Moi, j'apprécie beaucoup la valeur de dignité que tu mentionnes dans ton outil parce que tout le monde a un droit
à la dignité. Il y a cette idée que les personnes qui ont causé des torts devraient être humiliées, devraient avoir l'opposé de la dignité, l'humiliation, pour essayer de réparer ce qui est arrivé. Mais l'humiliation et le la honte, ça ne crée pas de la responsabilité. Et on peut discuter plein de différentes choses dans notre monde logique carcéral. Il faut mettre de l'avant la dignité pour les personnes survivantes de protéger leur vie privée, la confidentialité, la dignité pour les personnes plaignantes tout au long du processus et la dignité pour les personnes qui ont causé des torts de pouvoir passer à travers un processus de auto-réflexion, de penser à quelle forme la responsabilité peut prendre. Et j'aimerais que quelqu'un agisse de cette manière-là envers moi quand moi je fais des torts. On va tous faire des torts à quelqu'un dans nos vies. Alors, c'est une des choses que j'ai beaucoup appréciées dans tes outils, Jasmine. C'était vraiment un travail qui m'a tenu au cœur et je suis très reconnaissant de pouvoir en parler avec toi. Moi, j'aurais vraiment souhaité avoir quelque chose comme ça en début de carrière. Alors, je suis juste content de pouvoir partager ça et de le donner à la prochaine génération de travailleurs et travailleuses. Et en tout cas, je voulais juste mentionner cette réalité pour moi. Je veux aller maintenant pour voir si on a des questions de nos participantes. C'est certain que moi, je pourrais parler avec Jasmine pour des heures, mais si on a d'autres questions parmi les personnes qui sont ici avec nous, des enjeux que vous viviez, les outils que Jasmine a écrits sont disponibles sur le site web de Courage d'agir au sujet de la confidentialité, vie privée, le tenue de dossier, les politiques pour le partage d'informations, créer une charte de droit pour les processus décisionnels, des pratiques prometteuses en travaillant avec les personnes mises en cause, passer à travers le processus de plainte et un guide de travail pour les personnes qui ont causé des torts. Y a-t-il des questions brûlantes dans la salle? Bon, en attendant, Jasmine, je voulais te discuter un peu au sujet de le partage d'informations. Tu as créé des ententes modèles pour le partage d'informations. Des fois, il y a une idée que les personnes qui travaillent dans le bureau de conseil partagent l'information avec les autres bureaux dans l'université, mais en réalité, elles n'ont pas vraiment la possibilité de faire ça. C'est quand même des entités différentes et elles ont leur propre responsabilité pour la confidentialité. Alors pourquoi, quel rôle est-ce que ces ententes peuvent jouer? Mais je pense que c'est important de reconnaître ce que tu as dit, les réitérer. Quand il y a des signalements au sujet d'une violence basée sur le genre, les signalements qui peuvent être faits à plusieurs différents bureaux dans l'institution et même à l'extérieur de l'université. Et nous, on sait que le traumatisme peut interférer avec la capacité d'une personne victime de partager cette information à tous les différents bureaux de la même façon. C'est ça que ça fait le traumatisme. Ça bloque notre capacité d'agir. Et donc, l'enjeu, c'est que si les bureaux de l'université n'ont pas toute l'information, ça limite leur capacité d'offrir tout le soutien que la personne a besoin. Et donc, le partage d'informations, c'est une façon de répondre aux limites créées par le traumatisme. Et il faut que ça soit basé dans une idée de nécessité. C'est quoi l'information que vous avez besoin d'avoir pour offrir le meilleur soutien possible? Donc, ce qu'un bureau de conseil entend en comparaison d'un bureau pédagogique, un bureau qui répond aux enjeux de violence caractère sexuelle. Est-ce que tous ces bureaux ont besoin de la même information? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, avoir un plan de coordination, une discussion dans
la communauté universitaire dans l'institution, à l'extérieur de l'institution, peut nous aider à avoir un plan pour savoir quelle information a besoin d'être partagée. Donc, de un, de pouvoir offrir le soutien que la personne a besoin, mais aussi pour respecter la dignité de la personne qui signale un tort qu'elle a vécu. Se sentir comme si notre information est partagée partout, ça peut engendrer des situations très difficiles. Alors, c'est important de penser à travers les informations que nous partageons et qui et comment. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup pour ces outils, c'est que ça nous dit pas juste qu'est-ce qu'il faut faire, mais ça offre aussi des lignes directrices pour comment le faire. Pour un charte de droit, où est-ce que tu trouves que ça devrait se retrouver ou se placer dans le processus décisionnel? Moi, je pense que tu peux l'appliquer à tout parti de le processus, mais le meilleur moment, c'est probablement dès le début. Informer à tout le monde qui est ou elle participe dans ce processus. Voici les droits à laquelle vous avez droit dès le début. Une autre chose que je sais, c'est que nos droits peuvent des fois nous sembler dynamiques. Et alors, des fois, il faut revisiter le charte des droits et le revoir. Des fois, la personne survivante pourrait dire que bon, il y a quelque chose dans ce processus qui ne fonctionne pas. Donc, regardons dans la charte, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui résonne avec ce que tu ressens? Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à pousser pour un meilleur processus ou un remède institutionnel. Pour bon, la question de l'inclure dans le processus, les politiques, les procédures, ça dépend sur le fonctionnement de votre institution. Il y en a qui pourraient dire dans leur section sur les procédures, ils pourraient avoir une référence à un charte des droits. Mais moi, je recommande plutôt ne pas l'inclure dans une procédure politique parce que à ce moment-là, il faut que ça soit revu par l'institution à toutes les 2, 3 ans, des fois à tous les 5 ans. Et moi, je pense que cette charte des droits a besoin d'être très dynamique et répondre aux besoins de l'institution. Donc, pour un tel document, j'ai tendance à ne pas recommander de le intégrer dans des politiques ou procédures institutionnelles. On pourrait avoir une référence à ce charte, mais de le garder à un autre lieu. Mais parce que ça peut changer, l'éthique doit être mise à jour seulement tous les 3 ou 4 jours. Une autre question. Est-ce que une, est-ce que c'est obligatoire pour que les personnes mises en cause se fassent conseiller pour prendre responsabilité? Ben, on en a parlé fréquemment de si c'est bon, utile ou pas, mais offrir du conseil en responsabilité ou responsabilisation devrait prendre lieu à l'extérieur des centres traditionnels de conseil parce que en général, ce sont des bureaux qui sont vus comme des espaces neutres, mais quand on fait des conseils sur la responsabilisation, c'est axé sur des valeurs. On ne devrait pas avoir de violence basée sur le genre et mettre de l'avant la justice sociale. Et donc, ce travail, je pense, il faut que ça ait lieu à quelque part d'autre parce que sinon, ça peut créer une confusion avec un bureau qui doit être neutre normalement. Mais de savoir si ça fonctionne, si c'est obligatoire, de mon point de vue, oui. Et je pourrais partager des anecdotes que je vais voir quelqu'un pour des séances obligatoires. Et après ça, ils vont me revenir dans 1 an pour dire, tu te rappelles-tu qu'on a discuté ça au sujet d'une relation saine? Est-ce que je peux parler avec vous? Puis je dis oui, s'il te plaît, parlons-nous ensemble au sujet de qu'est-ce que c'est des manières consensuelles, respectueuses pour faire la chose à laquelle vous pensez ou réparer quelque chose. Et pour moi, le succès, c'est de voir des personnes qui reviennent après les séances obligatoires. Mais je pense que c'est important de faire de la recherche sur cette question.
L'enjeu, c'est que les personnes sont juste dans une institution postsecondaire pendant entre 2 à 4 ans. Alors, des fois, on ne va pas voir l'effet des séances de conseil sur la responsabilisation pour des années après. Donc, c'est difficile de faire une étude à long terme pour voir si l'intervention a aidé, même après qu'elles sont parties de l'institution. Moi, je pense, de mon expérience anecdotale, que oui, mais je peux pas aller plus loin. Oui, je pense que il y a un intérêt grandissant pour ça. Ouais, que ça engendre beaucoup de défis, puis qu'il y a des choses qu'on peut faire différemment. Puis, je pense que les conseils en responsabilisation, c'est quelque chose à courage d'agir qu'on voudrait commencer à considérer et offrir des pratiques parce que, comme tu as dit, ça demande encore beaucoup de recherche. Oui. Questions. I think Je that vais one. juste sauver les questions-réponses. Je ne vois pas d'autres questions. Oh, juste un instant, est-ce que vous pouvez partager comment les outils étaient créés? Est-ce que vous avez reçu des commentaires des personnes qui soutiennent et appuient? Alors, moi, je peux partager ça. Il était sur un comité, sur un groupe s'est rejoint en 2019. Pendant la pandémie, on s'est rencontrés chaque 2 semaines pour parler de construire les différents outils. Et ça, c'est la trousse d'outils qu'on a construit ensemble. Alors, juste de recevoir les commentaires alors, ce qu'on a utilisé, on a utilisé une méthodologie de consensus. Alors, tous les éléments qu'on a captés avec ces outils, on a demandé les commentaires de ces communautés qui pratiquent. Alors, il y avait un autre niveau de consensus de 80 jusqu'à 90% que les communautés de pratique étaient en accord avec ces outils et on a pu mesurer leurs accords. C'était vraiment les communautés qui voulaient offrir l'appui avec les défis, les survivants et les personnes. Alors, ça, c'est toutes ces personnes qu'on utilise dans le secteur médical. C'est des lignes directrices. Les recherches traditionnelles, ça prendra vraiment des décennies. Je ne suis pas en train d'exagérer juste pour créer un accord. Non, on n'a pas des décennies parce qu'il y a la temps. Alors, on utilise ce type de méthodologie d'avoir un certain consensus avec les personnes qui participent dans ces processus. Par contre, sont quand même assez diversifiés. Il y avait des personnes des universités, des collèges, des différents postes qu'on a cherché différents types d'expertise. Et ça, c'est tout un partie du processus. On a aussi pris le temps de faire beaucoup de processus de révision. Les différentes personnes ont pu prendre une critique et le soin de retravailler ces outils. Alors, vous voyez ce produit de tout ce travail. Moi, je suis juste peut-être le nom, c'est le mien, mais c'était toute une équipe et plusieurs individus qui ont pu apporter tous ces outils ensemble. Et oui, ça, c'était vraiment quelque chose qui faisait important à ce projet, d'assurer que c'était vraiment appuyé et supporté par la communauté en disant que oui, ça a pu, les outils que Jasmine a nommés, c'est réellement quelque chose qui pourrait aider nos pratiques, nos politiques. Par contre, est-ce qu'on peut toujours les améliorer encore? Oui. Alors, on demande à vous, comme membre de nos communautés, de donner les feedbacks de qu'est-ce qui marche ou peut-être celui-là ne marche pas et de continuer à partager vos commentaires parce que ça, c'est comment on améliore et on change. Alors, je pense qu'on est rendu là et je vais juste vous nommer Dr. Jasmine. Je pense que c'est important, surtout pour les personnes racisées, de nommer ça. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait sur ça.
comme membre de communauté, je sais, c'est des conversations tellement importantes. Et le temps que vous avez mis et le soin que vous avez apporté à ces processus et outils. Le processus n'est pas toujours facile. On se questionne et ces conversations sont difficiles de réfléchir toujours comment on mieux appuie nos communautés. Qu'est-ce qu'on fait mieux? Alors, non, ces documents sont vivants. Alors, on veut toujours vos commentaires. Et j'aimerais vraiment remercier plusieurs personnes de Courage d'agir, Kerry Rowe, tout qu'est-ce que vous avez fait en mise en page, etc. J'aimerais remercier le soutien technique, nos interprètes. On a Adrienne, on a Maya, Adriana. Il y a toute une équipe. Estelina est aussi ici et je veux remercier Courage d'agir et aussi pour votre financement. Et j'espère que la neige va arrêter de tomber à Toronto. Et il faut juste souligner encore une fois que ces outils sont un travail continuel. Par contre, on veut créer un nouveau monde pour assurer que personne n'est laissé derrière nous et on va créer la dignité pour tout le monde et assurer que personne n'est laissé en arrière dans ces processus. Merci tout le monde et bonne journée.